Je crois que nous avons affaire à des professionnels. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à la sécurité électrique. Pour introduire cette vidéo, observons l'image suivante qui représente une personne qui s'apprête à toucher deux fils d'un câble électrique branché à une multiprise. La question que nous allons nous poser est la suivante: cette personne est-elle en danger? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord caractériser la tension du secteur, dit autrement la tension au bord d'une prise. Ensuite, nous verrons globalement, dans les grandes lignes, comment est câblée électriquement une maison. Et enfin, nous passerons en revue les différents dispositifs de protection électrique dans une maison. Quelles sont les caractéristiques de la tension au bord d'une prise? Alors imaginons que l'on utilise un multimètre calibré en voltmètre alternatif et qu'on le relie à l'aide des bornes V et comme ici à une prise dans une maison. Donc qu'est-ce que l'on obtiendrait? On obtiendrait ici, vous vous rappelez, c'est la valeur efficace de la tension. Donc la tension au bord d'une prise a pour valeur efficace 227 volts. Maintenant, si on veut voir la forme de cette tension, on va utiliser par exemple un oscilloscope qui va nous permettre de visualiser l'aspect de la tension. Donc voilà ce que l'on obtiendrait. Donc c'est une tension dite alternative, parce qu'un coup elle est positive, un coup elle est négative, et elle est sinusoïdale, elle se répète selon une période. Vous voyez, entre là et là, j'ai une durée t que je peux retrouver aussi entre la valeur à 0 ici et la valeur ici. Donc pour la caractériser, je vais justement mesurer cette période. Alors pour ça, il faut connaître la correspondance entre un carreau et le temps en secondes. Donc imaginons que je fasse le calcul et que je trouve 20 millisecondes. Donc c'est le temps qu'on devrait trouver, la période qu'on trouverait pour une tension au bord d'une prise. Donc je le convertis en secondes, il suffit de diviser par 1000, ça fait 0,020 secondes. Puis je peux calculer la fréquence en faisant l'inverse de la période, donc 1 sur t, donc 1 sur 0,020, en mettant bien la période en secondes, et j'obtiens 50 Hz. Donc la tension au bord d'une prise a une fréquence de 50 Hz, ça veut dire qu'elle se répète 50 fois par seconde. Grâce au multimètre, là on avait mesuré la valeur efficace. Sur l'oscilloscope, on va pouvoir lire ici la valeur maximale. Je la fais apparaître là, vous voyez, c'est environ 321 volts. Et par un calcul, je peux retrouver la tension efficace. Il suffit de diviser la valeur maximale par racine de 2 et on retrouve 227 volts. Alors, la valeur qui est plutôt retenue, c'est 230 volts. Donc, pour résumer, la tension au bord d'une prise est une tension alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz et de valeur efficace 230 volts. Combien de fils sont nécessaires pour alimenter une prise? Pour répondre à cette question, observons l'image suivante où ici nous avons une prise et imaginons qu'on enlève le cache blanc. Voilà ce que l'on verrait derrière. Donc on verrait qu'il est nécessaire d'avoir 3 fils pour alimenter une prise. Un fil rouge, un fil vert et jaune et un fil bleu. Alors à quoi correspondent ces 3 fils? Alors le fil rouge, vous voyez ici c'est un dessin qui représente la même chose qu'ici. En fait là vous avez le symbole L. En fait c'est ce qu'on appelle la phase ou ligne. Le fil vert et jaune c'est ce qu'on appelle la terre et le fil bleu c'est le neutre. Donc pour résumer, nos 3 bornes, il y aura un fil bleu qui correspondra au neutre, le symbole N, qui sera obligatoirement de couleur bleue. Un fil vert et jaune, pareil, là, la couleur est obligatoire et ça correspond à la terre. Et ensuite, le troisième, on appelle la phase, qu'on note grand L. Lui, dans la plupart des cas, il va être rouge, mais il peut être aussi de couleur noire ou marron. C'est d'ailleurs la couleur marron qui avait été représentée dans la photo que j'avais mis lors de l'introduction. On en reparlera à la conclusion. Et donc, pour répondre à la question, une prise est reliée à 3 fils, la phase, le neutre et le terre. Et là, je vais vous faire apparaître, en lien avec la diapo précédente, les tensions que l'on observe au bord des 3 fils. Donc en fait, le neutre et la terre ne sont pas sous tension. La seule ligne sous tension, c'est la phase, elle, qui sera sous une tension de 227 volts ou 230 volts. Combien de fils ou de lignes alimentent électriquement une maison? Voilà un schéma qui va nous permettre de répondre à cette question. En jaune, vous avez une habitation, une maison par exemple, et donc à sa gauche, vous avez le système qui va l'alimenter. Avec donc, alors là il y a marqué EDF, c'est un fournisseur d'électricité en France. Donc, vous voyez qu'il y a uniquement 2 lignes qui alimentent la maison. Donc on retrouve ici la ligne du neutre et là la ligne de la phase. Avec les symboles grand N et grand L. Ensuite, nous allons parler des terres. En fait, il n'y a pas une terre commune. L'habitation va avoir sa propre terre, c'est la terre de l'habitation, et le fournisseur d'électricité aura aussi sa propre terre ici. Et vous voyez que la terre là est reliée à la ligne du neutre. Dit autrement, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que le neutre n'était pas sous tension.
Donc pour répondre à la question, il suffit de dire que deux fils alimentent une maison. Le fil de la phase, qui est sous une tension de 130 volts efficace, et le fil du neutre, qui n'a pas de tension, donc 0 volts. Comment sont branchés les appareils électriques sur la ligne de phase et neutre? Donc je reprends le même schéma que tout à l'heure. Donc vous voyez que aussi bien la prise, le lave-linge ici, la lampe, le radiateur, ils sont tous branchés, on appelle ça en dérivation par rapport à la ligne de phase et ici la ligne de neutre. Chaque appareil va être soumis à une différence de tension de 230 volts. Ce qu'il faut retenir, c'est que les appareils électriques sont tous branchés en dérivation par rapport à ces deux lignes et ils vont être tous soumis à une tension efficace de 230 volts. Quels sont les dispositifs de protection présents dans une installation électrique? Alors je reprends toujours le même schéma. En fait, il y en a trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle les disjoncteurs. Donc ici, je vous en ai montré un, mais en fait, il y en a un ici, ici et ici. Donc chaque fois qu'on a une ligne électrique, avec un seul appareil électrique ou plusieurs, il va y avoir chaque fois un disjoncteur. On verra après comment il fonctionne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les disjoncteurs différentiels. Alors, un disjoncteur différentiel peut avoir derrière lui plusieurs disjoncteurs simples. Et là, il y a un seul disjoncteur différentiel, mais dans une maison, on peut avoir plusieurs disjoncteurs différentiels. Et troisième dispositif de sécurité, c'est la mise à la terre de tous les appareils électriques. On a une prise ici avec la borne qui ressort de la prise, un lave-linge, une lampe, un radiateur, tous ces appareils électriques doivent être reliés à la terre de l'habitation. Quel est le rôle du disjoncteur? Si un disjoncteur, je fais apparaître les deux lignes, la ligne de neutre, la ligne de phase, qui donc traversent le disjoncteur. Ici vous avez donc l'interrupteur, là il y a marqué on, donc ça veut dire que là le circuit est ouvert, c'est-à-dire que le courant passe dans les deux lignes sans problème. Et si on le bascule, il y aurait marqué off, et là donc ça couperait essentiellement la ligne rouge, la ligne de la phase. Donc le rôle du disjoncteur, c'est de couper la ligne de phase lorsque l'intensité dépasse une valeur maximale. Alors la valeur maximale, par exemple pour ce disjoncteur-là, elle est marquée là, c'est 20 ampères. Donc au-delà de 20 ampères, on dit qu'il disjoncte. Donc le bouton là bascule vers le bas. Quel est son rôle? En fait, pourquoi est-ce qu'on coupe si l'intensité est trop grande? Parce que si on dépasse une valeur, en fait, l'installation ne va pas pouvoir supporter ce courant électrique et ça va pouvoir à terme déclencher des incendies. Donc c'est une protection contre les incendies. Voici une image qui illustre ceci. Imaginons que sur une prise qui a été configurée pour brancher un seul appareil, vous mettez une multiprise et après vous branchez plein d'appareils sur cette multiprise. Tous les appareils qui vont consommer beaucoup d'énergie électrique, donc qui vont appeler beaucoup de courant. Mais vous allez dépasser la valeur Imax, par exemple s'il n'y a pas de disjoncteur, et donc déclencher un incendie. Ça n'aurait pas pu avoir lieu s'il y avait eu un disjoncteur qui aurait coupé le courant au-delà de 20 ampères. Quel est le rôle du disjoncteur différentiel? Alors vous voyez, il ressemble beaucoup au disjoncteur simple, il est un peu plus large. Donc on va retrouver nos deux lignes, ligne de neutre, ligne de phase, donc qui traverse le disjoncteur différentiel. Alors lui, son rôle, ça va être de couper la ligne de phase s'il y a une différence d'intensité entre la phase et le neutre. Donc cette intensité maximale, elle est marquée ici, vous voyez, c'est 30 mA. Donc s'il détecte que, vous voyez, à l'aller, il y a cette intensité qui va passer, au retour, une intensité qui ressort, et si ce n'est pas la même valeur, donc s'il y a un écart supérieur à 30 mA, il va, de la même façon que le disjoncteur simple, couper la ligne de phase. Pourquoi est-ce que ça nous permet de nous protéger? Donc là, ça ne va pas être contre les incendies, c'est contre le phénomène d'électrocution. En effet, ce dispositif, s'il est couplé au principe que tous les appareils sont reliés à la terre, va protéger les personnes en cas de courant de fuite. Un courant de fuite, justement, c'est ce courant qui ne revient pas à travers la ligne de neutre. Donc il arrive, c'est un courant ici, mais il en ressort moins. Donc on appelle ça un courant de fuite. Et donc selon la valeur de ce courant de fuite, il y a différents dangers pour l'homme. Donc si l'homme est parcouru par ce courant de fuite, à partir de 0,5 mA, on va ressentir une sensation relativement faible. À partir de 10 mA, donc on va avoir une contraction musculaire. À 30 mA, on va avoir une paralysie des muscles. À 75 mA, une fibrillation cardiaque, c'est-à-dire que les rythmes du cœur vont être perturbés. Et à 1 ampère, on a l'arrêt du cœur, donc la mort. Dans quelle situation peut-on s'électrocuter? Alors là, je vous fais apparaître un schéma qui va nous expliquer donc ce phénomène d'électrocution. Alors, imaginons qu'on a un appareil électroménager, un lave-linge, et il y a un souci, c'est-à-dire que vous voyez le petit trait là en forme de vague montre qu'il y a un contact entre la partie métallique du lave-linge et la ligne de phase. Ce défaut électrique va avoir pour conséquence que si une personne touche la carcasse, elle risque d'être électrocutée. Pourquoi? Parce que le courant risque de la traverser elle et de rejoindre la terre
par ce chemin-là, donc ce qu'on appelle le phénomène d'électrocution. Ce courant, on appelle ça le courant de fuite, et ça peut être dangereux s'il dépasse les 30 mA, comme on vient de le voir juste avant. Alors comment on se protège de ce phénomène-là? En fait, il y a deux appareils, deux dispositifs qui vont protéger la personne. Le premier, c'est le disjoncteur différentiel ici. C'est-à-dire que lui, en fait, il va voir qu'il y a un certain courant qui passe sur la phase et qui repasse par le neutre. Et s'il y a une différence qui va correspondre au courant de fuite, qui met en danger la personne ici, et cette différence supérieure à 30 mA, il va disjoncter, c'est-à-dire couper la phase, donc empêcher que le courant continue de passer à la personne. Ensuite, pourquoi la terre va permettre aussi de sauver cette personne? En fait, si un courant passe par la carcasse, vous voyez ici, la carcasse du lave-linge est reliée à la terre. Donc au lieu de passer par la personne, le courant va préférer passer par ce fil-là qui permet d'avoir un passage plus simple jusqu'à la terre. Donc protéger la personne de l'électrocution. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction. Est-ce que cette personne est en danger si elle touche ces deux fils dénudés? Alors tout d'abord, pour répondre à la question, on va identifier la nature des deux fils dénudés. Alors celui qui est devant là, vous voyez, en fait, il sort d'une gaine verte et jaune, donc ça c'est la terre. Ensuite là on voit un fil bleu, donc a priori ça serait le neutre, et là vous avez les fils qui sortent d'une gaine marron. Alors cette gaine n'est pas rouge, mais vous vous rappelez que la ligne de phase pouvait, en général elle est rouge, mais elle peut être aussi noire ou marron. Donc en fait là nous avons la ligne de la phase. Donc dit autrement, là on a 0 volt comme tension, donc si elle touche que ce câble là, elle ne va rien ressentir. Par contre si elle touche ce câble là, elle va ressentir quelque chose, et si elle relie par son doigt ces deux câbles, pareil, il va y avoir un courant qui va passer à travers son doigt pour relier ces deux fils. Donc dit autrement, là elle s'apprête à toucher le fil de phase et le fil de la terre. Donc il y a un risque, parce que son doigt va être soumis à une tension de 130 volts, et donc un courant va traverser son doigt. Donc il y a un risque d'électrocution. Comment est-ce qu'elle peut être protégée de ce risque-là? La seule protection, donc là ce ne sera pas la terre, parce que vous voyez que la terre elle est présente là, donc elle ne va pas jouer son rôle de protection. La seule protection, ça va être le disjoncteur différentiel, qui lui va détecter que le passage normal du courant c'est de la phase au neutre, et là ça passerait de la phase à la terre. Il va détecter qu'il y a un manque de courant, donc un courant de fuite, et s'il est supérieur à 30 mA, il va disjoncter, donc protéger la personne de cette électrocution. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. C'est de toute beauté.